de Bernard Goltz avant de débuter notre plénière, si vous voulez bien. Attends, pas ici. Voilà, une information ponctuelle mais importante. Donc je redis, c'est un peu marqué sur le programme, mais ce sera plus clair. À 6 heures, il y a une assemblée générale ouverte à tous les membres de l'AEPEA. Ce sera sans doute relativement court, jusqu'à 6h30, 7h moins le quart, mais c'est quand même important pour faire un petit débriefing et puis essayer d'imaginer aussi le thème du congrès suivant. Bon, les dates, on les précisera dès que possible, mais que déjà on puisse, entre nous, parler un petit peu du thème du congrès précédent. Ce sera relativement court, parce qu'après, il y a le conseil d'administration proprement dit de l'association. À 6h, donc, dans cette salle. Merci Bernard. Voilà, eh bien on démarre sans plus tarder parce qu'on a déjà perdu 5 minutes et donc comme on a des exposés tout à fait passionnants qui nous attendent, je pense qu'on va se lancer et d'autant plus que j'avais quand même une petite introduction à vous proposer. Donc pour ce thème de notre plénière qui est donc la 4e de ce congrès, impacts sociaux et théorie psychanalytique. Alors, bien sûr, c'est une séance qui est un peu charnière, puisque le thème le congrès, je vous le rappelle, développement psychologique, psychopathologie et relations humaines, aujourd'hui, interaction entre biologie et sociale, et donc là, on est quand même du côté du social, même si c'est par rapport à la théorie psychanalytique, aux théories psychanalytiques. Alors, on a eu, je trouve, un congrès relativement exceptionnel. Moi qui ai suivi quand même depuis toute une série d'années tous les congrès, il me semble qu'on est quand même à un moment un peu charnière de nos réflexions et je vais essayer de vous dire en quelques mots pourquoi. On a eu une première séance plénière, enfin je vais revenir à ça. Je voudrais peut-être d'abord dire quand même que cette séance plénière-ci, elle est centrée sur des questions qui sont relatives au rapport entre la psychanalyse et les évolutions sociales. Alors, on peut envisager la question sous des angles très différents. En quoi les évolutions sociales interrogent-elles, influencent-elles les théories et les pratiques psychanalytiques? À l'inverse, en quoi les théories et les pratiques psychanalytiques interrogent-elles, influencent-elles les évolutions sociales? Mais aussi, quel est l'impact des évolutions sociales sur la construction identitaire et sur l'idée même qu'on se fait de l'humain? Autre question possible, en quoi la psychanalyse se nourrit-elle des autres champs du savoir pour penser l'humain? Je pense que ça ne fait pas le tour de l'ensemble des questions qu'on pourrait aborder. On ne pourra pas les aborder évidemment entièrement aujourd'hui, mais je pense qu'on est là quand même au cœur de quelque chose qui est une réflexion très importante sur le positionnement de la psychanalyse et indirectement de la psychopathologie par rapport à notre humanité. Alors, je disais que ce congrès me paraît très important et je voudrais remercier particulièrement les organisateurs et CEPIPNA pour la tendance, la direction qu'ils ont vraiment réussi à donner à nos réflexions, à leur variété. Remercier beaucoup Bernard Goltz, évidemment, qui n'est pas pour rien dans cette impulsion, le conseil d'administration et les sections nationales qui ont contribué de manière importante, et aussi la commission formation qui s'est activée pour proposer une série d'enseignements et d'enseignements avec une pédagogie, je dirais, très dynamique lors de ce congrès, comme lors du précédent. Alors, la première plénière, François Jouan je vais aller évidemment très très vite, et c'est un espèce de coup d'œil que je vous propose, mais je retiens une phrase: la fonction peut modifier la structure. On est vraiment là dans quelque chose qui est une ouverture des possibles et qui est à la fois passionnante et en même temps quelque part déstabilisante et inquiétante. François Ansermet a souligné ce changement de paradigme. Les sciences s'intéressent maintenant à la production du différent plutôt qu'à la reproduction du même. Je pense que quand on formule les choses de cette manière-là, on sent bien combien à la fois c'est quelque chose d'extraordinaire comme aventure, mais qu'en même temps, à quel point ça génère de l'insécurité, un sentiment de perte de repères et possiblement de cohérence, et donc aussi des replis identitaires, le rejet du différent, et que la violence ressentie par rapport à cette
ce que j'appelle moi ce décontenancement de l'humain, est rendue parfois au centuple, et que par ailleurs elle met en exergue une grande inégalité par rapport à l'inintelligibilité du monde, et peut-être que la psychanalyse a quelque chose à penser à ce niveau-là. Dans la deuxième plénière, Nicolas Georgiev, à propos de l'autisme, nous a amené une perspective vraiment passionnante, avec cette idée que, au fond, l'autisme, peut-être c'est une autre intelligence, disait-il, un autre développement, une autre socialisation, au-delà des excès et des déficits, un autre rapport, au fond, à la vérité et à la logique. Alors, il propose de comprendre l'expérience subjective originale et le respect des caractéristiques du sujet. Alors, il ne l'a pas dit pour lui-même, il dit qu'on peut se poser la question, si ce n'est pas de ça qu'il est question. Alors, je pense que nous avons besoin non seulement de la psychanalyse, mais aussi de beaucoup de champs de réflexion, et peut-être aussi de quelque chose qu'on a oublié, qui est la psychanalyse, l'analyse existentielle. Je voudrais quand même, par rapport à cette remarque de Georgiev, vous citer un passage de Binswanger dans Analyse existentielle et psychanalyse freudienne. Il écrivait « Il n'est pas possible de décrire la psychose d'un homme si l'on n'a pas pleinement parcouru ces mondes. C'est pourquoi l'on est pleinement fondé à supposer autant de mondes qu'il existe d'hommes psychotiques. » Je trouve qu'on revient à quelque chose qui ressemble assez bien à ça, et je pense qu'on a là intérêt à repenser quelque chose qui est peut-être une psychanalyse qui va chercher, à la fois dans le passé et dans les autres sciences, des sources d'inspiration. Alors, bon, je ne vais pas multiplier, il y a eu énormément de choses intéressantes, il y a eu la plénière de ce matin, il y a eu des séances d'ateliers passionnantes, il y a eu des communications. Alors, les communications sont un peu mal mises parce que tardivement, peu de monde qui est là, c'est parfois un peu difficile pour les collègues qui s'exposent ainsi, mais on a entendu la finesse clinique, vraiment la modestie des cliniciens dans beaucoup de situations cliniques qui ont été apportées, et je pense que c'est vraiment une grande leçon aussi par rapport à notre travail. Alors maintenant, très vite, je vais vous présenter, alors peut-être quand même dire encore une chose, que la question, que ça interroge aussi la EPA, parce que on ne peut plus penser la psychopathologie en tant que telle. Il faut penser dans un même mouvement la psychopathologie, les neurosciences évidemment, ça a été dit, et le social, mais comme quelque chose qui est véritablement un nouage, et que l'un sans l'autre ne tient pas la route. Voilà. Alors, on va avoir des orateurs très, très, très brillants aujourd'hui lors de cette séance, ce qui ne veut pas dire que lors de cette séance, ils n'étaient pas brillants, évidemment. Adela Abella, qui est psychiatre et psychanalyste d'enfants, qui travaille à Genève, qui est membre formateur de la Société suisse de psychanalyse, qui est membre du board de l'International Journal of Psychoanalysis et de la commission culture de l'IPA. Et elle a écrit un grand nombre d'articles et plusieurs livres, dont un dernier sur conviction, suggestion et séduction. Alors, je vais peut-être présenter dans la même foulée Didier Houzel. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire de le présenter, parce que Didier Houzel est une figure véritablement très, très, très importante de la psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent. Je me souviens mes premiers pas où j'étais émerveillé par les ouvertures qu'il apportait, notamment par rapport à la bisexualité psychique, et quelque chose dont je me sers beaucoup actuellement, qui est la question des enveloppes psychiques. Il a vraiment écrit des choses tout à fait passionnantes à ce sujet. Il est donc professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université de Caen, après avoir commencé d'ailleurs comme chef de service à Brest avant de passer à Caen. Il est membre titulaire de l'APF, Association psychanalytique de France. Il a été formé par des psychanalystes post-kleiniens, notamment James Gamil, Donald Meltzer, Frances Tustine, tout ça pour dire un petit peu quand même quelles sont ses sources. Et il est directeur de la rédaction du journal de la psychanalyse de l'enfant. Il a beaucoup travaillé évidemment avec les enfants autistes et psychotiques, et beaucoup de ses travaux ont apporté des éclairages essentiels pour les cliniciens dans ce domaine. Voilà. Alors, j'ai été un peu vite, mais c'était pour arriver à placer tout ce que je voulais dire, sans prendre trop de temps. Et donc, je te cède la parole, Adela.
Buenas tardes. Querría, antes de nada, agradecer a los organizadores haberme invitado a hablar aquí. Es un placer particular porque yo soy de aquí, yo soy de Vizcaya, pero también porque me proponen hablar de un tema que me interesa desde hace tiempo y que es la evolución de la teoría y de la práctica psicoanalítica. Hoy voy a intentar hablar de esta evolución del psicoanálisis en relación con los cambios sociales. La primera cosa que habría que decir, que parece evidente, es que la sociedad ha cambiado de una manera enorme entre el momento en que Freud empezó a crear el psicoanálisis y la actualidad. Uno de los sociólogos más reputados del último siglo, Zygmunt Bauman, que ha fallecido el año pasado, ha comparado la sociedad en la que Freud comenzó a crear el psicoanálisis con la sociedad actual. Y sus conclusiones, una cosa interesante, sus conclusiones se acercan a las conclusiones que había tirado ya Freud hace aproximadamente 100 años. En efecto, en los años 20, a finales de los años 20, Freud escribe 2 libros, El futuro de una ilusión y Malestar en la cultura, en los que se interesa describe la oposición entre lo que él llama los intereses de la sociedad y los intereses del individuo. Dice Freud que la sociedad, para mantener el orden, necesita reprimir las pulsiones sexuales y agresivas del individuo, lo cual crea una tal insatisfacción, un grado tal de infelicidad en el individuo que Freud llega a preguntarse si la sociedad de su tiempo podrá evitar la autodestrucción. Hay que decir que Freud comparte, en el paso entre el siglo XIX y el siglo XX, comparte la preocupación de sus coetáneos por la fuerte represión sexual de la época. Represión sexual que llega a ser considerada en ese momento como innecesaria y perniciosa. Es un movimiento amplio en el que participan médicos, neurólogos, sexólogos, reformadores sociales y feministas que se interrogan sobre los efectos supuestamente deletéreos de la masturbación o de la abstinencia sexual. La existencia de una sexualidad infantil empieza en esa época a ser reconocida por educadores y por pediatras. Y es en ese contexto de preocupación por la sexualidad en el que nace el psicoanálisis, que queda muy marcado por estas preocupaciones. La sociedad contemporánea es muy diferente de la sociedad en la que vivió Freud. Sociólogos, antropólogos y politicólogos han descrito los cambios más importantes: exaltación del individualismo, aflojamiento de los vínculos familiares y sociales, tolerancia sexual casi ilimitada, disolución de la autoridad y democratización de todas las relaciones, fracaso de las utopías y de los ideales políticos, finalmente, pesimismo creciente en cuanto al futuro de nuestra civilización y de nuestro planeta. A este catálogo se unen últimamente nuevas preocupaciones cuyos efectos son todavía difíciles de prever. Por ejemplo, la automatización y la robotización creciente, las perspectivas de paro laboral masivo en cosa de 30 a 40 años, la omnipresencia de nuevas tecnologías de información y de comunicación que introducen cambios importantes en los cuales las relaciones que antes eran directas y complejas se transforman en relaciones virtuales. Finalmente, posibilidades de manipulación genética, revolución de las técnicas reproductivas, etcétera, etcétera. Claro, siempre existe el riesgo de caer en una especie de catastrofismo apocalíptico que sería injusto. El riesgo existe, pero es verdad también que el principio de prudencia nos impulsaría a tener en cuenta la existencia de cambios muy profundos y muy rápidos. Pienso, por ejemplo, en hasta qué punto es frecuente ahora colocar a un bebé pequeñito, colocarle diariamente, por periodos más o menos largos, delante de un baby channel, porque al niño le gusta.
¿O hasta qué punto se hace frecuente que cuando un niño pequeño también, un niño pequeño está un poco agitado, que los padres están cansados, porque los padres están muy cansados, tienen muchas presiones también, se le pase la tableta para que el niño esté tranquilo? Y pienso también en la dependencia, que empieza a ser un problema de salud mental y que lo va a ser cada vez más, el problema de la dependencia a las pantallas en niños, adolescentes y adultos. Es decir, que del mundo que Freud conoció hemos pasado a un mundo donde hay un ambiente hiperestimulante en el cual se ofrecen satisfacciones inmediatas que potencian conductas adictivas, lo cual priva, como nos lo decía esta mañana Fernando, priva de espacios de ausencia, de vacío, de sano aburrimiento, en los cuales se pueda desarrollar el pensamiento, la sublimación y la creatividad. Todo esto se desarrolla en las antípodas de la sociedad en las que nació el psicoanálisis. Bauman ha establecido un término del que vamos a hablar un poco ahora, llama a nuestra sociedad, la sociedad de la segunda parte del siglo XX, la etiqueta de modernidad líquida. Y propone la idea, que es la idea central, que los líquidos, la cohesión entre las partículas en los líquidos es demasiado débil para que puedan resistir presiones externas, de manera que la mínima presión va a ocasionar cambios en su forma. Y, dice Bauman, es lo que ocurre con las relaciones humanas en nuestra sociedad actual, segunda mitad del siglo XX, que se hacen tan frágiles, los vínculos son tan débiles, que se rompen a la mínima presión. Bauman describe lo que él llama la modernidad sólida, que sería el tipo de sociedad en la que Freud creó el psicoanálisis. Esta sociedad tiene como paradigma la fábrica y las tareas están claramente definidas. La vida se organiza según pautas, una serie de rutinas, y las relaciones entre los hombres son previsibles. Con frecuencia, el individuo sabe lo que le espera y establece proyectos para la totalidad de su vida. Este tipo de sociedad ofrece orden y seguridad, pero priva al individuo de libertad. Por el contrario, la modernidad líquida que describe Bauman como característica de la segunda mitad del siglo XX tiene como paradigma no la fábrica, sino Internet. Y lo que prima aquí no es el orden, sino la descentralización, la flexibilidad, la aceleración y el cambio constante. El rol protector de pautas sociales y de expectativas compartidas disminuye. Y el imperativo social ya no es el orden, sino la flexibilidad, lo cual produce una sensación de aumento vertiginoso de la libertad. Es decir, que todo parece posible. De este todo es posible derivan dos consecuencias fundamentales. La primera es que si todo es posible, surge la angustia de perder oportunidades, de donde deriva un consumismo frenético y una ausencia de compromiso. Es decir, que está claro, si uno quiere aprovechar todas las oportunidades, lo mejor es no comprometerse ni con gente, ni con ideas, ni con instituciones, puesto que una vez que uno tiene un compromiso va a limitarse la libertad de establecer otra relación. Hago aquí un pequeño paréntesis. Esta especie de consumismo frenético me parece que llega a impregnar tanto nuestra vida, incluso los que ya no tenemos 20 años, los que somos un poco mayores. Pienso en una amiga mía que me decía hace 2 o 3 semanas, me dice un día, uy, voy a tener una tarde terrible, tengo que ver 3 películas. 3 películas. Me dice, sí, porque si no me las pierdo. O sea, que para ella, cambiaba la programación, y para ella la idea de perderse 3 películas era absolutamente insoportable, tenía que ir a ver las 3. Luego, después de que hablamos, renunció a una y se vio solo 2, lo cual no está mal. La segunda consecuencia de todo todo es posible es una exaltación de la autonomía y de la responsabilidad del individuo. Es decir, que si todo es posible, cuando uno fracasa es culpa de uno, porque no ha sabido aprovechar las oportunidades, lo cual es fuente de competitividad, de ansiedad, de autodepreciación y, en definitiva, de depresión.
Entonces, si comparamos la modernidad sólida en la cual había un exceso de orden y de seguridad y una falta en libertad, aquí los términos se invierten. Hay una aparente libertad desmesurada, pero falta seguridad. Y para Bauman, las consecuencias de esto son un nivel extraordinario, insoportable de estrés, conductas de dependencia, un abrumador sentimiento de vacío y, finalmente, la depresión. En efecto, si vemos, como decía Jean-Paul Matot ahora, si comparamos la epidemiología de los trastornos mentales ahora y en los tiempos de Freud, vemos que hay cambios importantes. Los motivos de consulta de nuestros pacientes son menos la histeria, las fobias, las neurosis obsesivas y más problemáticas de tipo narcisista en el sentido de afectar la imagen que uno tiene de sí mismo y la relación de uno consigo mismo. Y de naturaleza depresiva, donde predominan sentimientos de soledad y de abandono, la pérdida de alegría de vivir y una poca autoestima. Aparecen, en esta epidemiología de hoy día, aparecen nuevas enfermedades cuyo éxito fulgurante da a sospechar, como el TADA o la fibromialgia. Y nos vemos cada vez confrontados más con problemas de identidad y de relación interpersonal. Es decir, que la pregunta que se plantean ahora nuestros pacientes es menos ¿cómo puedo realizar mis deseos sexuales y agresivos frente a las prohibiciones de la sociedad y a mi propio superior? Que era típicamente la pregunta hace un siglo, ¿no? Y la pregunta es más, ¿quién soy yo? ¿Qué deseo y a qué aspiro? ¿Cómo me ven los otros? ¿Qué espero de los demás? Se sufre más de sentimiento de vacío y de soledad que de frustración sexual. Recordemos que, según la OMS, la depresión es actualmente la causa principal de discapacidad a nivel mundial y que se prevé que en 20 años será la enfermedad que más padecerán los seres humanos, superando en frecuencia el cáncer y los trastornos cardiovasculares. Confrontados a esta patología narcisista y depresiva, la actitud y la escucha del psicoanalista cambia necesariamente. Voy a recordar brevemente el primer modelo freudiano para compararlo con el modelo que usamos actualmente la mayor parte de las corrientes psicoanalíticas. El primer modelo freudiano luego ya en vida de Freud evoluciona, ¿no? Y cambia, pero podemos mantener el primero, que sigue siendo útil actualmente para patologías sobre todo neuróticas y para estudiar fenómenos como el arte, los mitos, etc. Según el primer modelo freudiano, el individuo sufre de un traumatismo sexual o luego añade otros. La experiencia inaceptable es rechazada al inconsciente, pero no se queda tranquila y parada en el consciente, sino que va a hacer presión hacia la conciencia, bajo la forma de sueños, de lapsus, de asociaciones libres en el tratamiento y típicamente de la transferencia, entendiendo por transferencia la tendencia universal a percibir y reaccionar frente a elementos y fenómenos de la actualidad según lo que hemos vivido previamente y que se ha inscrito en nosotros en forma de automatismos mentales. En este esquema, entonces, traumatismo reprimido que va saliendo a través de los retornos del reprimido, la idea es que el psicoanalista debe de intentar captar e identificar estos retornos que son sobre todo de naturaleza verbal para devolverlos a la conciencia, donde van a poder ser gestionados y comprendidos de una manera diferente. Pero lo importante, el aspecto importante aquí, es que en este modelo que se ha llamado modelo arqueológico, ¿no? Donde lo que se intenta es ir a encontrar lo que está escondido. En este modelo, el psicoanalista idealmente debe mantenerse lo más neutro posible para no contaminar el campo de búsqueda arqueológica. Es decir, que se debe de mantener como espectador, devolviendo como un espejo, devolviendo al paciente lo que le proyecta. Esto está en oposición total a la manera como se trabaja en el psicoanálisis contemporáneo en la mayor parte, si no todas, las tendencias del psicoanálisis, que no es un psicoanálisis único, sino un psicoanálisis múltiple. Es decir, que ya no se trata de un ideal arqueológico, sino que el psicoanálisis de hoy día
se configura como un psicoanálisis del encuentro, de lo que pasa en el campo intersubjetivo entre el paciente y el analista. Y este psicoanálisis del encuentro tiene dos características fundamentales que voy a resumir rápidamente, que son la escucha de lo arcaico y la escucha de la contratransferencia. Por arcaico es un tema que las diferentes escuelas lo entienden de manera diferente, ¿no? Pero yo creo que de una manera general se refiere a configuraciones que son anteriores a la configuración edípica tal como la describió Freud en términos de deseo, de rivalidad, de sentimiento de exclusión entre individuos que se consideran separados. Este arcaico tiene como característica el no ser del orden del deseo y de la frustración y del orden del conflicto, sino de cosas tan básicas como el sentimiento de existir, de habitar su propio cuerpo, de ser uno mismo, de mantener una estabilidad en el tiempo, la posibilidad de estar tranquilo, de pensar, de disfrutar de una intimidad, como hablaba Fernando esta mañana, con sí mismo, la posibilidad de establecer relaciones con el otro, en el que se puede escuchar al otro, cosa que los bebés, un bebé que se desarrolla bien, lo puede hacer desde muy pequeñito, no todo el tiempo, pero a ratos. Y de no necesitar satisfacciones permanentes según esa lógica de adicción de la que hemos hablado. El problema está, todas estas cosas tan básicas y tan elementales que no han sido inscritas de una manera verbal, que no se pueden recuperar a través de lapsus o de asociaciones libres o del transfer, ¿cómo pueden ser recuperadas? Y la respuesta que dan la mayor parte de las culturas psicoanalíticas actuales es que esto se puede recuperar a través de la relación. Es decir, que el psicoanalista va a sentir, anticipar, va a actuar cosas que el paciente no puede verbalizar y no puede representar o simbolizar a través de la palabra o a través del juego. Es decir, que esta aspiración inicial de limitar la contratransferencia y la participación del analista, pensamos hoy día que no solo es imposible, sino que aún más, si fuera posible mantenerse lejano y fuera y observador imparcial de una relación con el paciente, nos impediría captar cosas que son profundamente importantes en el tratamiento. Para decirlo de otras maneras, y aquí ahora paso ya a un ejemplo clínico, el psicoanalista o el terapeuta no es ya solo un objeto de transfer en el cual el paciente, el niño, va a depositar experiencias representadas o más o menos simbolizadas, ¿no? Sino que es un objeto de transformación. Es decir, que la relación con él, lo que el niño ha vivido, va a poder ser transformado, pero también va a poder inaugurar y crear nuevas relaciones inéditas y que no había experimentado en su vida precedente. Voy a hablar ahora, con todo esto se me ha olvidado pasar las diapositivas. Bueno, me he olvidado. Bueno, pero os lo he dicho. Paso al ejemplo clínico. Se trata de una niña, que voy a llamar Idoia, que consulta a los 3 años 4 meses por una encopresis asociada a un comportamiento tiránico. La mínima frustración desencadena terribles crisis de cólera. Los padres me parecen personas sensibles, atentas a sus hijos, gente normal, y confiesan que se sienten desbordados por la situación. Hay una hermana pequeña que tiene 1 año y medio menos que Idoia y que la vida se hace insufrible en casa. Además, se sienten culpables de haber reaccionado con mucha fuerza en alguna ocasión. Idoia es una niña muy guapa, inteligente, viva y asesinable. Una vez comenzado el tratamiento, la encopresis desaparece en unos meses y las crisis disminuyen de manera importante en casa. Pero en el tratamiento se muestra conmigo tan dictatorial que tiene que controlar al milímetro mis actos y mis palabras. Es un tratamiento que se prolongará durante varios años y lo que os voy a contar es de diferentes momentos del tratamiento.
Hay juegos que repite de una manera sistemática durante semanas y meses, con una calidad casi adictiva, y el primero de los que os voy a contar es el juego del médico. Entonces, el juego del médico clásicamente permitía explorar el cuerpo y la sexualidad infantil. En el caso de Idoia, tal como yo lo veo por lo menos, no se trata de eso. El juego consiste en que ella es la médico y la doctora y yo soy la niña enferma. Entonces, ella me da un jarabe que es muy amargo y yo pido, luego insisto, luego suplico que añada un poquito de azúcar. Entonces, ella se niega y yo tengo que beber el jarabe amarguísimo. Lo chocante en este juego es la intensidad del placer que siente esta niña en hacerme sufrir. Yo intento explorar otros elementos del juego, ¿no? Pues, por ejemplo, de qué estoy enferma, qué me ha pasado, dónde están mis papás. No hay nada que hacer. Idoia ni me toma la temperatura, ni me ausculta. El juego se limita a que yo llego, en fin, ya estoy allí la mayor parte de las veces, pues no puedo ni siquiera salir y entrar. Yo estoy allí, me da el jarabe, yo protesto y me lo tengo que beber. Inmediatamente me vuelve a dar el jarabe, yo protesto y me lo vuelvo a tomar. Bueno, entonces yo le digo, sin ninguna posibilidad de ampliar el juego durante mucho tiempo. Entonces yo le digo a Idoia, de diferentes formas, que para ella es importante estar segura que es ella la que manda y que poder hacer sufrir al otro es la mejor prueba de que uno manda y que por eso le gusta cuando yo lo paso mal. Este juego es seguido varios meses después por otro que tiene algunos rasgos comunes, el juego del barco. Entonces, en el juego del barco construimos dos barcos. Un barco, se ponen las sillas opuestas y queda un espacio entre ellas. Un barco grande con las sillas grandes, que es para ella, que es la mamá, y un barco pequeñito con las sillas pequeñas, que es para mí. Claro, en el barco pequeñito yo estoy súper inconfortable, protesto, insisto que puedo yo navegar con las piernas para abajo, no, porque eso se mojan las piernas en el agua. Bueno, la cosa es que tengo que estar en el barco pequeñito, eso es innegociable. Entonces, ella, la mamá, tiene al bebé en brazos, me lo pasa a la hermana mayor, que soy yo, entonces gira la cabeza y cuando no me ve, yo tiro al bebé por la borda. El bebé se ahoga y entonces la mamá se tira al agua, lo salva, vuelve al barco y vuelve a mirar de lado, me lo pasa, vuelve a mirar de lado y tengo que volver a echar al bebé. Y esto se repite indefinidamente. Aquí también todas las preguntas que yo pueda hacer, ¿dónde vamos? ¿Por qué la niña, la hermana mayor, tira al bebé? ¿Cómo es posible que la mamá, sabiendo que la niña, la hermana va a tirar, le pase el bebé? Todas esas preguntas no contesta porque lo importante es ese esquema reducido. Ella mira para un lado, me pasa el bebé, yo lo tiro, se lanza al agua, lo salva, me lo vuelve a pasar. Bueno, la diferencia con respecto al anterior es que aquí hay dos momentos de placer en Idoia. El primero es cuando yo lanzo al niño, al bebé al agua, y el segundo es cuando ella lo salva. Y me parece que esto representa dos aspectos de ella misma, que representa por un lado la agresividad un poco sádica que se veía ya en el otro juego, pero también representa unas ganas de reparar, de curar, aunque sea de una manera omnipotente. Entonces, ¿cómo se pueden entender? ¿Cuánto me queda? Bueno, termino pronto. ¿Cómo se pueden entender estos juegos? Habría varias posibilidades. Una posibilidad sería entenderlo en términos de la sexualidad infantil e invocar una temática anal, es decir, que con todo este control, Idoia me está tratando como se trata una caca, ¿no? Que uno conserva, que uno expulsa, sin tener en absoluto en cuenta los pensamientos o los sentimientos de la caca en cuestión. Otra posibilidad sería pensar que Idoia está elaborando una problemática de separación. Hay que decir que en otro de los juegos que hemos jugado durante meses se podía llamar el juego de la mamá que se va al trabajo. Y es verdad que este juego recuerda mucho el clásico juego de Freud con su nieto. Ya sabéis, cuando su hija Sophie se marchaba, Freud se dio cuenta que su nieto, que tenía 10 meses por ahí en aquella época, tiraba una bobina diciendo "for", se fue, y luego la recogía
diciendo aquí está. O sea, se podía pensar que con el bebé que se tira y que se recupera, ella está gestionando una problemática de separación. Y también se podía pensar en una problemática edípica negada. Porque claro, una de las preguntas que yo le hago a esta niña, a Idoia, es ¿dónde está el papá? Y a esta pregunta me repite siempre muerto. Y este muerto yo no lo he entendido, además me lo dice rápidamente como para decir no vamos a perder tiempo, hay que tirar el bebé. No vamos a perder tiempo en hablar del papá. Entonces, yo este muerto no lo entiendo como la consecuencia de una rivalidad edípica en el que mato al papá para quedarme solo con la mamá, sino que entiendo que lo que me está diciendo Idoia es que aquí el papá no tiene nada que ver, que aquí lo que se juega es entre ella y yo, que se juega quién domina a quién y quién tiene que obedecer a quién, que es un juego de dominio, de poder y de satisfacción casi inmediata, un juego adictivo. Lo que querría decir es que al margen de las hipótesis, y habría otras hipótesis, que seguro que se os ocurren, al margen de las hipótesis que podíamos evocar para entender este juego, el modelo implícito no es un modelo arqueológico en el que yo voy desde una posición de abstención contratransferencial, ver lo que reside, lo que está reprimido o clivado, ¿no? Sino que yo participo muy activamente en el tratamiento. Porque lo que no os he dicho es que la primera que dijo que el jarabe estaba amargo fui yo. Y la primera que tiró el bebé por la borda también fui yo. Claro, se puede pensar que Idoia me ayudaba mucho a querer asesinarla y a quererla tirar por la borda. Pero la pregunta que podemos hacer es que esas temáticas las he introducido yo de una manera en que he contaminado el espacio psíquico de la niña, o es que si Idoia las ha retenido, porque ha retenido eso, pero no muchas otras cosas, si las ha retenido, y es la hipótesis que yo hago, es porque esas hipótesis, esos elementos, hacen eco profundamente en su mundo interno. Dicho de otra manera, lo que me parece es que la problemática de sexualidad infantil en Idoia, anal o con elementos edípicos, me parece que está presente, pero incluida en una problemática más básica donde hay aspectos identitarios, que sería quién soy yo, Idoia, cómo soy yo, cómo puedo obtener una satisfacción inmediata y eternamente repetida, y aspectos también relacionales, que serían qué pasa entre mí y mis objetos, quién manda y cómo hace para mandar, cómo puedo manejar al otro. No quiero decir con esta comparación entre el primer modelo freudiano y la manera de trabajar actualmente, que es un poco esquemática, porque esto ha evolucionado muy gradualmente ya en la vida de Freud, no quiero decir que el primer modelo sea ineficaz y que el modelo actual sea más útil. Lo que quiero decir es que actualmente tenemos tendencia a ver las cosas así bajo la influencia y en el contexto de la sociedad en la que vivimos y de las angustias y las inquietudes que viven nuestros pacientes y nosotros también como terapeutas. Es decir, en otros términos, que me parece que esto puede mostrar la manera en la que el psicoanálisis contemporáneo se deja fertilizar y responde a las inquietudes de la sociedad contemporánea utilizando las teorías que Freud elaboró, Freud y sus sucesores, en torno a la sexualidad infantil en un contexto que privilegia la escucha de lo relacional y se interesa por lo arcaico. Muchas gracias por su atención. Merci beaucoup Adela pour ce très bel exposé et cette clinique qui vraiment nous met tout à fait en contact avec ce travail de thérapie avec les enfants. Alors, je crois qu'on ne va pas prendre de temps pour les questions, en tout cas maintenant. On verra un petit peu quand on aura entendu Didier Houzel, voir s'il nous reste un petit peu de temps pour échanger à ce moment-là. Voilà, Didier, si vous voulez bien. Lo hizo muy rápida.
No os habéis escuchado todo. Je voudrais tout d'abord remercier beaucoup les organisateurs, et tout particulièrement mon ami Bernard Gols, le président de la EPEA, de m'avoir invité à ce congrès que je trouve particulièrement riche et intéressant. Et puis remercier aussi Jean-Paul Matteau pour sa présentation de tout à l'heure. J'ai intitulé ma communication « Fallait-il ouvrir la boîte de Pandore ?» Je voudrais d'abord commencer par 2 mises en garde. En effet, évaluer l'impact des théories psychanalytiques sur nos sociétés modernes me paraît une entreprise à risque. Et je vois principalement 2 risques. Le premier risque est le risque de projeter sur un passé qu'on idéaliserait toutes nos frustrations du moment. Tout était mieux autrefois, la société était secourable, les relations entre les humains étaient solides et sincères, la fidélité en amour était la règle, etc. Tout s'est dégradé de nos jours. Les relations sont superficielles, chacun cherche son plaisir et son confort au mépris de la solidarité. L'amour n'est plus ce qu'il était. La tentation de cliver et de projeter tantôt les bons aspects de notre expérience subjective, tantôt plus rarement les mauvais aspects, est, je crois, universelle et permanente. Et après tout, elle n'a pas de grandes conséquences. Le passé est ce qu'il a été et nous n'y changeons rien. Sauf que cela fausse notre appréhension et du passé et du moment présent. Cela distord profondément nos représentations. Idéaliser le passé suppose, pour nous actuellement, qu'on oublie les 2 guerres mondiales, la Shoah, les guerres de décolonisation et bien d'autres malheurs. Le deuxième risque n'est pas sans rapport avec cette tendance à cliver et à projeter, mais je l'envisage cette fois sur un mode plus épistémologique. Cliver le bon du mauvais et se débarrasser des mauvais aspects, lorsque nous jugeons notre propre époque, nous avons tendance à faire comme si nous étions extérieurs à ce que nous évaluons et oublions tout simplement que nous sommes partie prenante. Nous sommes à l'intérieur de ce que nous évaluons. Nous ne sommes pas des observateurs extérieurs qui viendraient se pencher sur un monde auquel ils ne participent pas. Et cela pose des problèmes épistémologiques et méthodologiques que je propose d'appeler l'erreur de la place. En effet, le mathématicien et philosophe Pierre-Simon de Laplace avait fait au début du XIXe siècle l'hypothèse d'une intelligence que l'on a qualifiée ensuite le démon de Laplace, une intelligence d'une telle puissance qu'elle pourrait tout prévoir de l'état de l'univers. Je cite un passage de Laplace dans sa belle écriture du début du XIXe siècle. Une intelligence qui, à un instant donné, connaîtrait toutes les forces de la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était suffisamment vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux. Fin de citation. On a pu démontrer que pour
le monde matériel, le monde physique, il y avait là une aporie, sur laquelle je n'ai pas insisté. Mais a fortiori, me semble-t-il, pour le monde psychique. Si nous appliquons la même expérience de pensée que Laplace à notre évaluation du temps présent, nous aboutissons au constat que nous sommes inévitablement inclus dans cette évaluation. Cela devrait nous conduire à nous interroger, certes, sur le monde qui nous entoure, mais aussi sur nous-mêmes, sur nos états psychiques, sur nos valeurs de référence, sur notre position personnelle dans ce monde en évolution que nous soumettons à notre critique. Reconnaissons que nous oublions le plus souvent cette exigence et que nous avons plutôt tendance à nous situer en démon de Laplace, observateur extérieur et impartial d'une époque sur laquelle nous jetons un regard sans nous inclure dans le champ que nous explorons, alors que nous en constituons le centre. Le sociologue Alain Ehrenberg a fait d'ailleurs une sévère critique des nombreux écrits psychanalytiques sur l'évolution de nos sociétés modernes, ou plutôt postmodernes, comme l'on dit, qui rejoint la question soulevée par le démon de Laplace. Le point de vue du psychanalyste ne peut être qu'un point de vue subjectif, individuel, impliquant non seulement une observation attentive des pathologies qui se prêtent à un travail analytique, mais aussi le point de vue de l'analyste. En déduire un point de vue général, au mépris des exigences méthodologiques de la sociologie, de la contextualisation nécessaire des données, du recours indispensable aux analyses quantitatives, c'est faire comme si le point de vue psychanalytique pouvait s'étendre sans limite à la société tout entière, sans tenir compte de l'inclusion subjective de l'observateur dans le champ qu'il explore et dont Adela tout à l'heure nous a fait une démonstration tout à fait parlante. Donc avant de m'engager plus avant dans quelques hypothèses tout de même sur l'impact de la psychanalyse sur l'évolution de nos sociétés, je voulais faire cette mise en garde, sans être sûr d'ailleurs d'échapper moi-même aux critiques que j'ai rappelées. Au moins aurais-je signalé les points faibles de l'outil que nous utilisons, la psychanalyse, pour tenter d'évaluer son impact sur l'époque moderne. Je reviens au texte de Freud de 1930, qui a été traduit récemment par Le malaise dans la culture, après avoir été traduit par Malaise dans la civilisation. Il me semble intéressant de remarquer que Freud introduit ce texte en faisant référence à une lettre de Romain Rolland, qui critiquait l'essai précédent de Freud sur la religion, l'avenir d'une illusion. Romain Rolland soulignait l'absence de prise en compte par Freud du sentiment religieux qu'il définissait, je le cite, le fait simple et direct de la sensation de l'éternel, qui peut très bien n'être pas éternel, mais simplement sans borne perceptible et comme océanique. Le malaise dans la culture commence par l'aveu de Freud d'une absence totale chez lui de sentiments océaniques. Mais il reconnaît que cette critique de Romain Rolland l'a aiguillonné pour s'interroger à propos de la civilisation qui régit les rapports entre les hommes, au prix d'une frustration de chacun des individus. Quel lien fait-il entre la critique de Romain Rolland et cette interrogation ? Ce lien passe par la question des limites. Romain Rolland décrit une expérience de perte ou d'absence de limites. Sensation de l'éternel, dit-il, qui peut très bien n'être pas éternelle, mais simplement sans borne perceptible. Et c'est cette remarque qui conduit Freud à s'interroger sur la construction des limites du moi et sur le prix à payer pour cette construction.
il appuie son raisonnement sur la différence éprouvée par le nourrisson entre les sensations qui lui viennent de son propre corps et celles qui lui viennent de son objet de satisfaction. Je cite Freud, « Par là s'oppose au moi, pour la première fois, un objet en tant que quelque chose qui se trouve au dehors et qui n'est poussé dans le champ phénoménal que par une action particulière. » À partir de là, les frontières du moi seraient liées à la nécessité de rejeter au dehors le déplaisir. Et Freud propose la notion de moi-plaisir purifié. Mais ce moi-plaisir va se heurter à l'exigence de la vie en société, qui est de réunir les hommes en une communauté cohérente et stable, et pour cela de réprimer les pulsions agressives qui se manifestent inévitablement entre eux, et que Freud rattache à la pulsion de mort. La civilisation naîtrait donc d'un conflit entre les deux orientations pulsionnelles, pulsion de vie, qui tend à rapprocher les hommes les uns des autres. Quand je dis les hommes, vous me comprenez, j'embrasse toutes les femmes, bien entendu. Et pulsion de mort qui tend à les éloigner, à ruiner la cohérence de la communauté dont ils ont besoin pour vivre. C'est ce renoncement pulsionnel imposé par la civilisation qui serait la source du malaise des individus. Le raisonnement de Freud s'articule autour de deux modèles. L'un concerne la construction des limites du moi, l'autre le conflit entre pulsion de vie et pulsion de mort. En résumé, l'objet extérieur est source de frustration et de souffrance, puisqu'il peut faire défaut au moment où l'on en a besoin. Le déplaisir qui en résulte est expulsé au dehors, et le moi va se servir de ce dehors, de cet espace extérieur, pour expulser par projection toute forme de déplaisir. Mais ce moi-plaisir se heurte à la nécessité de vivre en communauté et donc de réprimer une part de son agressivité à l'égard de ses semblables. C'est cette répression pulsionnelle qui est à l'origine d'une inévitable frustration et donc d'un malaise. Revenir ainsi à cette démonstration de Freud ne me semble pas tout à fait vain dans la mesure où il y a toute une littérature moderne qui s'appuie sur ce texte fondateur pour analyser nos sociétés actuelles et les difficultés auxquelles elles nous confrontent. Sans prétendre le moins du monde faire un inventaire, je citerai Le Mal-être, livre de René Caes en 2012, La société du malaise du sociologue Alain Ehrenberg, Le nouveau malaise dans la civilisation de Marie-France Castarède et Samuel Dock. Mais avant d'examiner et de discuter les modèles sur lesquels Freud s'appuie, je vous propose de se pencher un moment sur le malaise actuel tel qu'il nous est décrit et que rappelait tout à l'heure Adela, décrit tantôt par les sociologues, tantôt par les psychanalystes qui voient évoluer leur clientèle. La société du malaise. Je reprends là le titre de l'ouvrage du sociologue Alain Ehrenberg, qui, tout en s'appuyant sur une méthodologie sociologique, rend compte très largement des observations des psychanalystes sur l'évolution de leur clientèle, en comparant ce qui se passe aux États-Unis et en France. Les sociétés occidentales connaissent, c'est une évidence, des évolutions extrêmement rapides dans leur structure profonde. Et je répète qu'il serait naïf de ne voir dans ces évolutions que l'ombre projetée de la psychanalyse. Comment situer la part des nouvelles technologies, en particulier de l'avènement de l'informatique et des réseaux sociaux? Comment apprécier l'effet des changements géopolitiques, fin de la guerre froide, effondrement du communisme, décolonisation, émergence de nombreux nationalismes,
mondialisation de l'économie, etc. Comment ne pas faire une place aux réactions intergénérationnelles, évidentes dans le mouvement de mai 68, dont on fête actuellement le 50e anniversaire? Il est probable, soyons modestes, que dans ce contexte très complexe, la part de la psychanalyse est restreinte. Pourtant, elle a indéniablement une place et les psychanalystes disposent d'un lieu d'observation privilégié sur l'évolution des esprits, la mutation des souffrances psychiques, à savoir la situation analytique elle-même. Je pense qu'on peut parler de la naissance d'une pathologie psychosociale. Le lien entre l'organisation de la société et les tendances psychopathologiques des individus a été reconnu en fait depuis longtemps. Freud en parlait déjà en 1908. En 1930, il parle de pathologie des communautés culturelles. Mais ce n'est que dans les années 1970, comme le souligne Alain Ehrenberg, que les psychanalystes ont commencé à s'y intéresser de près en constatant l'évolution des demandes d'analyse qui leur étaient faites. Depuis son avènement, à quelques exceptions près, la psychanalyse se cantonnait dans le traitement des troubles que Freud avait qualifiés de névrose de transfert. Après les années 60-70, à partir de là, les psychanalystes ont reçu dans leur cabinet et allongés sur leur divan des patients qui souffraient de troubles bien différents. Ces nouveaux patients ont d'abord été identifiés comme névroses de caractère, qui se caractérisent par une absence habituelle de symptômes anxieux ou dépressifs et qui s'expriment surtout dans la relation à autrui. Ces patients souffrent essentiellement des effets de leur incapacité à établir des relations harmonieuses et apaisées avec leur entourage. Bientôt, on a qualifié ces patients d'état limite, devant le double constat, d'une part, de la pauvreté de leurs expériences subjectives, proches d'un vide existentiel, d'autre part, de l'importance des mécanismes de défense archaïques et du type d'angoisse qu'ils devaient affronter dans la cure et qui les rapprochait de la pathologie psychotique. De nos jours, on a tendance à parler de troubles narcissiques, de pathologie du lien, de syndrome d'exclusion sociale, voire d'auto-exclusion, qui atteignent leur paroxysme dans les situations décrites par les psychiatres japonais, où l'on en dénomme par centaines de milliers. L'otaku, qui décrit un repli sur soi-même dans une activité compulsive issue de la culture ambiante. Ordinateur, jeux vidéo, jeux en ligne, etc. L'ikikomori, pardonnez-moi pour mon accent, syndrome qui touche surtout les adolescents et des adultes jeunes de sexe masculin, qui se caractérise par une claustration volontaire dans leur chambre à coucher, dont ils ne sortent ni pour manger, ni pour faire leurs études, ni pour aller travailler. Et ça peut durer des années. Selon Elsa Goddard, ce syndrome concernerait au Japon entre 500 000 et 1 million de jeunes. Bien que beaucoup moins fréquent dans nos sociétés occidentales, il n'est pas inconnu. Et on commence à en parler. Une étude du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie en France, le CREDOC, révèle que 700 000 jeunes Français âgés de 15 à 30 ans, soit 6% de cette tranche d'âge, vivent dans une situation d'isolement social. 18% de ces jeunes, soit plus de 2 millions, sont vulnérables et ne rencontrent physiquement et ne passent du temps avec d'autres personnes que très rarement. Quel paradoxe
à l'époque d'Internet, des réseaux sociaux, des milliers d'amis que l'on prétend s'y faire, que cet isolement, symptôme d'un vide relationnel, d'une absence de lien, d'un repli narcissique, souvent associé à des conduites addictives, plus ou moins destructrices. Quel est l'impact de la psychanalyse sur cette évolution de nos sociétés, qualifiée de postmoderne, voire d'hypermoderne? J'ai donné à mon intervention comme titre « Fallait-il ouvrir la boîte de Pandore ?» Je m'en explique. Dans la légende grecque, Pandore est dépositaire d'une jarre que lui a confiée Zeus, avec l'interdiction de l'ouvrir. Mais guidée par sa curiosité, elle ouvre la jarre et laisse en échapper des vents maléfiques qui vont atteindre toute la communauté humaine. Est-ce notre seule curiosité qui nous a fait ouvrir la jarre de l'inconscient et laisser s'échapper les pulsions et les fantasmes qui s'y trouvaient retenus? Payons-nous le prix d'une curiosité coupable, faute d'avoir compris que les contenus de notre inconscient demandent à être transformés en même temps qu'on leur donne accès au conscient? Il est clair, me semble-t-il, que l'œuvre de Freud repose sur un modèle de conflit. Tout se passe comme si deux forces de sens contraires s'affrontaient. La poussée du ça d'un côté, la contre-poussée du surmoi de l'autre. Il résulte de ce modèle que le travail analytique consisterait à lever le refoulement ou à permettre le franchissement de la censure du surmoi aux fantasmes qui se trouvaient jusqu'alors enclavés dans la jarre de l'inconscient. Ce modèle, je le qualifie de dynamique de conflit. Et il est repris par Freud dans Le malaise dans la culture, en référence à la seconde théorie des pulsions, opposant pulsion de vie et pulsion de mort. Or, ceci me frappe depuis longtemps, quand Freud introduit cette seconde théorie au-delà du principe de plaisir en 1920, il fait appel plutôt à ce qu'on pourrait qualifier de dynamique de gradient. En effet, la dynamique en question se joue entre deux pôles. Plus de liaison, plus d'organisation, plus d'unité d'un côté, plus de déliaison, un retour à l'inorganique, une perte de cohérence de l'autre. La nouveauté, me semble-t-il, dans les derniers efforts de théorisation de Freud, serait due à la prise de conscience que la pulsion en elle-même est destructrice si elle n'est pas endiguée, canalisée, limitée par des forces contraires. La pulsion de mort ne s'oppose pas à la pulsion de vie comme les pulsions sexuelles s'opposaient aux pulsions du moi. Il s'agit de la même force pulsionnelle qui est tantôt transformée par un travail de pensée et qui va alors dans le sens de l'organisation, de la liaison, de la cohérence et de la stabilité, tantôt non transformée et qui va alors dans le sens de la déliaison et de la destruction. C'est, je pense, le modèle de la relation contenant-contenu de Wilfred Bion qui rend le mieux compte de cette double dynamique. Dynamique de gradient propre à la pulsion elle-même, dynamique de conflit lorsque la pulsion rencontre une limite, une butée, indispensable pour l'apprivoiser et la mettre au service de la vie. Nous retrouvons là la question des limites soulevée par Romain Rolland. Sensation de l'éternel, qui peut très bien n'être pas éternel, mais simplement sans borne perceptible. C'est le sans borne perceptible qui me paraît le plus intéressant.
et qui semble avoir questionné Freud, comme en témoigne sa réponse à Romain Rolland, je le cite, « Votre lettre du 5 décembre 1927 et ses remarques sur le sentiment que vous nommez océanique ne m'ont laissé aucun repos. » Fin de citation. D'où sa tentative d'explorer les bornes inévitables que la civilisation oppose aux pulsions et qui, selon lui, sont source de malaise. Je voudrais pour conclure suggérer une distinction entre des limites imposées, qui sont ressenties comme source de malaise, voire de souffrance, parce qu'elles sont au service d'une répression des émergences pulsionnelles, et des limites qui constituent un appui indispensable pour accéder à la pensée, par une transformation des émergences pulsionnelles en quelque chose qui fait sens, qui devient pensable, communicable, et qui dès lors permet en même temps d'assurer la cohérence de soi et le lien à autrui. Les limites répressives, je les situe du côté de ce que Donald Melzer a appelé claustrum. Les limites qui permettent cet accès à la pensée, je les situe du côté de ce que Bion appelle contenant. Donald Melzer part de la description par Melanie Klein de l'identification projective. Mais alors que Klein ne l'appliquait qu'à la relation entre le self et les objets externes, il étend ce mécanisme aux objets internes. Ce n'est pas très facile à comprendre. J'ai mis beaucoup de temps à commencer à en avoir une représentation il n'y a pas longtemps. Le claustrum résulte de l'identification projective d'une partie du self dans un objet interne, où cette partie s'y trouve séquestrée. Tout se passe comme si l'enfant, faute d'avoir fait l'expérience de trouver un contenant pour ses projections, recourait à une identification projective violente, excessive, de façon à forcer le passage. Mais la partie du self qui a été projetée se trouve alors séquestrée dans l'espace qu'elle occupe. Et Melzer appelle identification intrusive ce genre de projection. Évidemment, ça se passe avec l'objet externe d'abord, mais c'est ensuite intériorisé, d'où l'identification dans un objet interne. Et c'est essentiel de bien comprendre cela. Bion parle lui aussi du concept kleinien d'identification projective pour définir la relation contenant-contenu. Il s'agit ici d'une identification projective normale, forme pour lui primitive de communication entre le bébé et son partenaire. Si l'objet reçoit la projection et la transforme de façon à répondre à l'attente de l'enfant, celui-ci fait l'expérience de la possibilité de communiquer avec ces objets et au sein de cette communication de donner sens à ce qu'il éprouve. Mais il lui faut encore une étape avant d'accéder à la capacité de penser lui-même, tolérer l'absence de l'objet et en s'appuyant sur ses expériences antérieures, devenir capable de donner sens lui-même à ce qu'il éprouve. Bion l'exprime de la façon suivante, je le cite, « Le petit enfant, rempli de tas douloureux de fesses, de culpabilité et de peur de mourir, plein de gros morceaux d'avidité, de méchanceté et d'urine, évacue ces mauvais objets dans le sein qui n'est pas là. Ce faisant, le bon objet transforme le non-sain en sain, les fesses et l'urine en lait, la peur de mourir et l'angoisse en vitalité et en confiance, l'avidité et la méchanceté en sentiment d'amour et de générosité. » Fin de citation. Vous remarquerez que Bion mélange des aspects tout à fait physiques, des sécrétions corporelles et des émotions, parce qu'à cette phase-là, ce n'est pas distinguable. Bion parlait d'un contenant maternel. Pour lui, dans la relation contenant-contenu, le contenant
représentait le versant féminin de la relation, le contenu, son versant masculin. Mon expérience personnelle sur le plan analytique, et notamment avec des enfants autistes, me fait penser que le contenant n'est pas seulement maternel. Il doit avoir des composantes maternelles et paternelles, de telle sorte que l'enfant puisse faire l'expérience que ses projections pénètrent l'esprit de la mère, mais sans l'endommager, parce qu'il y a des contreforts paternels qui lui assurent sa cohérence et sa stabilité. Ce sont ces contreforts, selon moi, sur lesquels rebondissent les projections, comme Geneviève Hague l'a décrit, pour revenir transformer vers l'enfant. Il faut bien sûr que l'enfant tolère la frustration de l'objet absent pour accéder à la pensée. Mais s'il y accède, il retrouve à un autre niveau, plus abstrait et plus intériorisé, l'essentiel de ce qu'il avait projeté et qui s'était heurté aux limites d'un contenant bisexué pour subir des transformations que Bion décrit dans la citation que je viens de donner. Pourrait-il alors avoir l'expérience au moins intermittente du sentiment sans bornes perceptibles dont parle Romain Rolland, ou plutôt de bornes à peine perceptibles, non parce qu'il clive son self et en projette les mauvaises parties à l'extérieur, mais parce qu'il s'est senti aimé et compris au sein de ce que Donald Melzer appelle une relation d'intimité. Je conclus. J'ai opposé claustrum et contenant parce qu'il s'agit de deux configurations qui imposent des limites aux exigences pulsionnelles, mais de deux façons profondément différentes. Le claustrum crée les limites infranchissables, dans lesquelles tout ou partie du self se trouve enfermé. N'est-ce pas de cet enfermement que le travail analytique doit libérer le patient pour lui redonner ses forces vives et sa capacité créatrice? Le contenant oppose des limites souples qui permettent le transfert dans le registre de la pensée d'exigences pulsionnelles brutes qui deviendraient destructrices si elles n'étaient laissées à elles-mêmes. J'ai plusieurs fois tenté de souligner cette différence en termes de stabilité. Dans le premier cas, celui du claustrum, tout se fige et se répète à l'identique, sans capacité de changement, sans progression. Dans le second, celui du contenant, ce qui a été projeté se développe en représentation, en symbole, en pensée, qui répondent non à la définition d'une stabilité simple, mais à celle de ce qu'on appelle une stabilité structurelle, qui permet des changements infinis, des variations illimitées, mais sur la base d'un même thème qui se trouve transposé vers toujours plus d'abstraction et d'extension. En résumé, je propose d'ajouter au modèle qui a guidé Freud dans toute son œuvre, celui d'une dynamique de conflit, ce que j'ai appelé une dynamique de gradient. Il y a gradient dans la mesure où nos émergences pulsionnelles naviguent entre un total apaisement, un retour au zéro et une violence éruptive qui peut tout emporter sur son passage. Il doit y avoir conflit pour que cette violence pulsionnelle ne soit pas laissée à sa destructivité potentielle. Si l'on admet cette dualité dynamique, il en résulte des exigences, aussi bien dans la conduite de la cure que dans la diffusion des théories psychanalytiques. Dans la conduite de la cure, il est essentiel de mettre à disposition de l'analysant une fonction contenante, ce qui suppose une implication émotionnelle de l'analyste, Adela y insistait tout à l'heure, une profonde empathie, une réceptivité psychique maximale. Il ne suffit plus d'analyser les défenses du moi. Dans les diffusions des théories analytiques, cela suppose que l'on insiste sur la possibilité de libérer les parties refoulées, enclavées, séquestrées du psychisme, mais à condition de leur offrir un contenant doué des qualités bisexuelles que j'ai décrites,
féminines maternelles pour les recevoir avec bienveillance et compréhension, masculines paternelles pour les endiguer, les orienter et les transformer. Plutôt qu'à Pandore et Cervelet qui ouvrent la jarre sans se préoccuper de ce qui en sortira, les psychanalystes ressembleraient alors aux chamans des Inuits, confrontés aux dieux maîtres de l'atmosphère, à qui l'on attribue le brouillard, la grêle et le blizzard, qu'il provoque en dénouant les lacets de sa combinaison. Lors de leur séance, il s'agit des chamans ici, pas des psychanalystes, ils doivent monter dans les airs afin de le maîtriser, ce dieu, et relasser son vêtement pour ramener le beau temps. Gracias por su atención. Merci beaucoup Didier Houzel pour ce très bel exposé. Alors, il nous reste quand même 5 minutes pour des questions. Donc, voilà, peut-être on a le temps d'avoir une ou deux questions. Voilà. Didier Robin. Oui, bonjour. Je voudrais d'abord remercier les conférenciers pour leurs 2 exposés que j'ai trouvés remarquables et très éclairants. Ma question s'adresse à Madame Adela. Donc, en vous écoutant, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Et vous avez bien décrit l'approche de Freud des névroses de transfert. L'approche de Freud des névroses de transfert. Et en même temps, en vous écoutant, j'ai pensé à une approche clinique contemporaine de Freud, qui est celle de Ferenczi, où j'ai retrouvé beaucoup de choses de ce que vous avez décrit d'une approche psychanalytique actuelle. Et je pense que Ferenczi a accepté beaucoup plus volontiers que les psychanalystes de l'époque de prendre en charge des névroses narcissiques. Et que par ailleurs, Ferenczi contestait beaucoup la notion de neutralité bienveillante, qu'il traduisait comme une hypocrisie professionnelle et mettait en avant la nécessité du tact, du contact. Et c'est même aussi un des premiers psychanalystes à avoir utilisé le contre-transfert comme outil thérapeutique. De même qu'il travaillait aussi sur les dimensions archaïques. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de similarités entre l'approche de Ferenczi et ce que vous avez décrit. Ça, c'est ma première question, pour savoir ce que vous en pensez. La deuxième question, c'est est-ce qu'on ne peut pas penser qu'un certain déclin de la psychanalyse est aussi dû à la responsabilité des psychanalystes de s'être peut-être trop longtemps accrochés au modèle de la prise en charge des névroses de transfert. Écoutez, voilà, merci pour votre... je réponds en français ou je réponds comment? En espagnol? Je réponds peut-être en français. Merci pour votre question. Par rapport à Ferenczi, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a certaines tragédies dans l'histoire de la psychanalyse. L'une de ces tragédies, il me semble, c'est que la brouille entre Ferenczi et Freud a coupé Ferenczi du courant majeur de la psychanalyse depuis, pendant plusieurs décennies, pendant 80 ans, et que c'est maintenant depuis quelques années qu'on le récupère. Je crois qu'en effet, quand je pense à Ferenczi, je ne peux pas m'empêcher aussi de penser à quel point il a payé, il est allé loin, à quel point il a été sincère et honnête, et à quel point il en a payé les frais. Toute l'histoire de l'analyse mutuelle, quand il essaye d'aller jusqu'au bout, et peut-être que là, on a un peu la chance d'avoir mieux compris ce que c'est les cadres, la valeur protectrice du cadre, et ça nous permet d'y aller avec un peu plus de prudence et puis sauver la peau un tout petit peu. Et par rapport à qu'est-ce que pourrait dire, la désaffection pour la psychanalyse en lien avec l'effet de traiter que la névrose des transferts.
enfin, ou de centrer surtout ça, peut-être, je ne me rends pas très bien compte, vous direz, enfin, vous connaissez peut-être mieux, peut-être ça a été plus les problèmes de la psychanalyse francophone, enfin franco-française. Alors que peut-être du côté anglophone, on a payé d'autres fautes, d'autres erreurs qui étaient exactement le contraire, enfin d'aller trop fortement, d'aller avec, avec des interprétations, soi-disant des profondeurs qui, je crois que je ne me rends pas bien compte. Il me semble que maintenant, on est peut-être un peu plus à l'écoute de nous-mêmes et on est devenu un peu plus prudent, avec un peu plus de tact par rapport à nous-mêmes dans l'ensemble des courants psychanalytiques. Du moins, je l'espère. Merci beaucoup. Une deuxième question. Deuxième et dernière question. Alors moi, j'avais peut-être alors j'en profite puisqu'il n'y a pas d'émergence immédiate d'une question. Didier, vous terminez avec le chaman inuit. C'est quand même aussi peut-être une question actuellement au moment où la globalisation est tellement, amène tellement de difficultés, me semble-t-il, au niveau des cultures. Que penser quand même du lien de la psychanalyse avec la pensée rationaliste occidentale et de la manière dont aucune place n'est faite, ou très peu de place est faite, à d'autres manières de concevoir le rapport de l'humain au monde et à ses différentes formes, qu'ils soient animistes, totémiques ou analogiques, comme selon les catégories de Philippe Descola dans Entre nature et culture. Que vous avez tout à fait raison. Il y a un certain abus. On parle beaucoup en ce moment en France des Lumières, de la pensée des Lumières, de la philosophie des Lumières. Je suis tout à fait pour, hein, ça, c'est très bien ça. Mais ça fait l'impasse sur l'inconscient aussi. C'est-à-dire qu'on entre dans une espèce de rationalité avec des dimensions très utiles et très fécondes, mais aussi des dimensions très défensive. On parle souvent d'une intellectualisation. Je pense qu'un auteur comme Bion, qui est un peu mon auteur de référence, nous permet d'ouvrir un petit peu cette jarre-là, parce que il a vécu ses 8 premières années aux Indes, plus avec son aya, qui était sa nourrice indienne, qu'avec ses parents, semble-t-il. Et il apporte ce contraste entre tantôt une pensée extrêmement rationnelle, formelle, d'allure scientifique, voire mathématique, et à d'autres moments, une pensée au contraire tout à fait intuitive, imaginaire, quasiment débridée, par exemple dans Un mémoire pour le temps à venir, A Memoir of the Future. Et je pense qu'on a tout à fait intérêt, effectivement, à féconder notre pensée occidentale très rationnelle par ces apports d'autres cultures. Alors, j'ai pris l'exemple des chamans inuits au titre de métaphore, bien entendu. Ce qui me plaisait beaucoup, c'est que le chaman monte dans les airs pour aller relasser la combinaison du dieu de l'atmosphère. Je crois qu'on a à prendre à la base ce qui se passe dans la séance et à le faire, à le transformer en quelque chose de psychiquement plus élaboré, disons plus élevé. Voilà ce que j'ai voulu dire dans cette métaphore. Merci beaucoup. Merci beaucoup Adela, Didier, pour cette très belle séance dont vous nous avez gratifié. Et merci à tous pour votre attention.